Bonjour à toutes et à tous ici en présentiel ou connectés à distance sur Teams. Nous nous excusons pour le petit retard au démarrage entre les soucis techniques et les problèmes de transport. Voilà, on peut désormais démarrer. Bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange, de collaboration et de développement de la Banque des Territoires. Je suis Anne-Sophie Incelin, la responsable du Hub, et je suis vraiment ravie de vous accueillir cet après-midi avec Rémi Heurlin, le directeur régional Bretagne de la Banque des Territoires, pour ce temps d'échange autour de la sobriété foncière et en particulier le retour d'expérience de la région Bretagne. Quelle gouvernance mise en place? Comment se lancer? Où en sont les acteurs sur le terrain? Que reste-t-il comme chemin à parcourir? Autant de questions qu'on va adresser cet après-midi. On a la chance d'avoir des élus pour nous donner leur témoignage et je les remercie chaleureusement pour leur présence. Cet événement fait suite à un cycle que nous avions organisé l'année dernière avec Céline Lins qui assurera l'animation de cette séquence. Cycle sur la sobriété foncière. On a fait 4 sessions de mémoire. On a réalisé un podcast. N'hésitez pas à retourner à la fois voir les replays de ces événements qui sont disponibles en ligne, à écouter le podcast. On avait déjà bien abordé ces questions et on s'est dit qu'on poursuivait cette année avec des retours d'expérience concrets. Donc nous voilà réunis cet après-midi pour ce temps d'approfondissement. Depuis 4 ans, le Hub des Territoires réunit des acteurs privés, des acteurs publics sur l'ensemble des champs d'intervention de la Banque des Territoires, que ce soit sur le champ de l'action de cohésion sociale, sur la transition écologique ou encore sur les souverainetés. Donc on a une programmation assez riche. On organise une 60aine d'événements publics par an. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre newsletter, je vous invite à le faire pour avoir accès à l'ensemble des informations. Peut-être à noter qu'on est embarqué en ce moment dans un cycle sur l'adaptation au changement climatique. On a déjà fait 3 sessions, on en a une prochaine le 24 novembre où on fera aussi un retour d'expérience, cette fois sur la gestion de crise à Mayotte suite au passage du cyclone, comment les acteurs se sont organisés pour faire face à la crise et on va tenter de faire émerger des éléments qui pourraient devenir reproductibles sur d'autres territoires. Et à noter aussi dans les replays, on a organisé le 7 octobre dernier un événement sur le foncier économique. Quel levier pour les collectivités? Voilà, sans plus tarder, je laisse la main à Rémi Heurlin pour quelques mots d'introduction. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un sujet qui concerne tous nos territoires dans un contexte que vous connaissez, de cadre légal et réglementaire encore en pleine évolution, dans un contexte de forte spéculation foncière sur nos territoires et puis dans un contexte permanent de difficultés d'aménagement, d'équilibre économique sur les opérations qui sont concernées. Alors les acteurs bretons ne sont pas les seuls à affronter cette problématique. Néanmoins, il nous a paru intéressant de leur donner la parole parce qu'ils ont une démarche particulièrement volontariste, particulièrement organisée. Et c'est intéressant de pouvoir vous montrer l'état d'aboutissement de leur réflexion. Et puis c'est plus que de la réflexion, on est déjà dans le phasage de la mise en œuvre. Et puis pour nous, plus égoïstement, Banque des Territoires, ça nous permet donner à voir un condensé de notre offre sur ce sujet de la sobriété foncière. Ce n'est pas étonnant qu'on s'en préoccupe dans le cadre du Hub, parce qu'on va mobiliser aussi bien du prêt, de l'ingénierie, de l'accompagnement ou du co-investissement. Mais je n'en dis pas plus, ça c'est pour le teasing. Et je cède la parole à Céline, qui va venir animer cette table ronde. Bonjour à tous. Ce que je vous propose pour qu'on démarre cette séquence, c'est de faire un retour sur l'initiative bretonne, un retour un peu historique. Alors on a voulu ce format volontairement dans un cadre plutôt orienté témoignage, parce qu'on avait besoin de pouvoir aussi montrer du côté de la Banque des Territoires que l'engagement dans les trajectoires de sobriété foncière, c'est possible. C'est loin d'être simple. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul élu qui conteste le fait qu'il faut préserver nos sols naturels, on ne peut plus faire perdurer le modèle de l'aménagement urbain où on grignote sur nos sols naturels et sur les sols agricoles. Mais force est de constater que la démarche reste extrêmement complexe
extrêmement instable. Le cadre législatif, on ne va pas forcément y passer beaucoup de temps aujourd'hui, mais rend les choses vraiment pas simples à mettre en œuvre sur le terrain. Et il est difficile de s'approprier en fait les outils qui permettent de reconstruire sur la ville, parce qu'arrêter de s'étaler, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire arrêter donc préserver les sols naturels, mais arrêter aussi de construire en s'étalant, et il faut reconstruire sur l'existant. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer comment, dans ce cadre qu'on va qualifier d'instable, un territoire parvient à s'organiser. On a décidé de mettre en valeur la région Bretagne aujourd'hui. Et je remercie Laurence Fortin-Lourd, qui est vice-présidente du Conseil régional en charge de l'économie, de l'industrie, de l'innovation et de la stratégie foncière, et qui préside la CRG ZAN, donc la conférence régionale de gestion du ZAN, de nous rejoindre. Arrivera ensuite pour l'intervention Pierre-Yves Mailleux, qui est maire de Cancale, qui est président du PETR du pays de Saint-Malo et qui est vice-président de la CRG ZAN. Alors Pierre-Yves Mailleux est coincé dans les transports, donc il arrivera en cours d'intervention. Et avec Rémi, nous allons pouvoir partager une petite 50aine de minutes sur ce schéma. Et donc l'idée, c'est de revenir en arrière, peut-être un peu, et je vais m'adresser à vous directement, Laurence Fortin. Si on se place en 2021, ou un peu avant d'ailleurs, donc la loi climat et résilience qui instaure le ZAN, où en étiez-vous, vous, sur le territoire, sur la question de l'artificialisation des sols, et comment a été accueilli le texte sur le terrain? Bien, bonjour à tous et à toutes. Ravi de participer à cet événement aujourd'hui. Sur la sobriété foncière qui a animé, on va dire, ces quelques années de mandat. D'abord, à la question posée, où en étions-nous en 2021, j'ai envie de repartir, moi, en 2015. C'est déjà il y a 10 ans. Pourquoi? Parce qu'en 2015, à l'échelle de la région Bretagne, on a mené un grand débat. C'était au lendemain, peu de temps après les conférences sur le climat, les COP 21 et autres. On s'est demandé, nous, quelle part nous prenions dans ces échanges à l'échelle de la région Bretagne et comment on travaillait, sur quelle vision on avait pour la Bretagne. À l'époque, on a essayé de travailler sur Bretagne horizon 2040. Et ce qui a apparu à l'échelle de la Bretagne, c'est qu'il fallait bien sûr de la solidarité entre les territoires et que la question du changement climatique était une réalité pour lequel on devait s'engager. Et dès lors où on parlait du changement climatique ou du dérèglement climatique, on a intégré dans nos réflexions la question de la finitude des ressources. Si je me replace en 2015, quand on pose ces mots-là dans des assemblées d'élus, il y a 10 ans, ce mot n'était absolument pas évident. Autant vous dire que cette prise de conscience s'est faite très, très progressivement. Peut-être que les uns et les autres, vous avez en tête la situation géographique de la Bretagne, certainement, mais vous avez aussi en tête qu'on a quelques îles. Et quand on parle de finitude des ressources, on comprend un peu mieux ce que c'est la finitude des ressources dans les îles, parce qu'elles ne peuvent pas s'étendre. Et donc ce travail commence à l'échelle de la Bretagne, parce qu'avant la loi climat et résilience, finalement, à l'échelle des régions, on devait tous avoir un SRADET déjà. Donc une partie réglementaire, donc ce qu'on a appelé, nous, le SRADET 1. Et nous avons intégré dans ce SRADET 1 le fait de réduire les zones constructibles horizon 2040 pour arriver à zéro consommation de nouvelles extensions à partir de 2040, finalement arriver horizon 2050 à ne plus consommer de foncier. Donc quand la loi climat et résilience arrive là, j'ai envie de dire qu'on a la chance d'avoir travaillé ce projet de la BRAISCOP de manière collective, parce qu'on l'avait fait certes avec les élus de Bretagne, mais on l'avait fait aussi avec les associations qui avaient été fortement mobilisées, mais aussi les acteurs économiques sur les territoires. Donc ces sujets étaient un petit peu appropriés. Quand cette loi climat et résilience sort, on est peu de temps après les élections et on a déjà un collectif de SCOT. À l'échelle de la Bretagne, toute la Bretagne est couverte de SCOT. On a 26 SCOT. Et dès le lendemain, pratiquement, puisqu'on est fin août, dès le lendemain des élections, on réunit
c'est ce collectif SCOT qui doit travailler sur cette loi climat et résilience. Et rappelez-vous, dans la loi climat et résilience, il était dit que les SCOT devraient faire des propositions de territorialisation du foncier. Et donc là, s'engage un dialogue à l'échelle des territoires. En effet, en 2021, les CRG n'avaient pas lieu d'être. C'est intervenu un an plus tard. Donc comment vous avez pu procéder et vous organiser pour légitimer? Donc c'était dans le cadre de l'élaboration du SRADET, mais je vous laisse poursuivre. C'était simplement pour préciser le cadre législatif qui n'était pas vraiment... Effectivement, on n'était pas avec la conférence régionale de gouvernance du ZAN telle qu'on l'a aujourd'hui imposée par les textes. On était, nous, donc, sur une conférence des SCOT qui devait faire une proposition de territorialisation du foncier. Et nous avions proposé à l'échelle de la région de les aider à travailler. Et Pierre-Yves Mailleux, mais il le dira mieux que moi tout à l'heure, avait dit nous, on va faire des propositions. Et moi, j'avais dit bingo, si vous faites vos propositions, moi, je suis prête à les prendre. Si vous allez jusqu'à la répartition du foncier à l'échelle de la Bretagne, je suis prête à prendre votre proposition si vous êtes tous d'accord sur la proposition de répartition du foncier qui nous amènerait à la loi climat et résilience telle qu'elle le définit au zéro artificialisation nette. Pour ça, ils nous ont demandé quand même quelques éléments. D'abord, à l'échelle de la Bretagne, de parler d'un langage commun. On avait des données CEREMA, mais qui ne calculaient pas de la même manière sur l'ensemble des territoires, à compter que, par exemple, les serres agricoles, les terrains militaires étaient comptés comme des terrains consommés et autres, et ça faisait des grosses différences entre les territoires, ce qui fait qu'on n'avait pas un langage commun. Donc ils nous ont dit, nous, il va nous falloir un langage commun. Nous, on veut bien travailler avec vous, mais si on travaille avec vous, Conseil régional de Bretagne, il va falloir aussi que vous teniez compte de nos propositions. Et on veut être jusqu'au bout associé à vos réflexions. Jusqu'au bout, jusqu'à la répartition, parce que c'est bien du rôle de la région Bretagne. Et ensuite, il nous faudra un accompagnement pour mettre en œuvre cette sobriété foncière. Pierre-Yves n'est pas arrivé, mais il arrive là. On le disait à l'époque, la chance que nous avons eue en Bretagne, c'est ce collectif des SCOT qui a très bien travaillé et qui a nourri une contribution qui est finalement notre livre de chevet pour s'inscrire dans les travaux de réduction de consommation foncière tels qu'ont été définis par la loi climat et résilience. Et à la question de la CRG, puisque c'était ça la question, comment on en arrive là, rappelez-vous, les textes précisent les modalités de la composition de la conférence régionale de gouvernance du ZAN. De tête, on aurait dû être une quinzaine de représentants de la collectivité régionale, une dizaine de représentants des services d'État, et puis quelques territoires représentés. Ça ne représentait pas du tout la manière dont on travaillait à l'échelle de la Bretagne, puisque nous étions un collectif de 26 SCOT. Et donc on a réussi à faire passer un amendement qui permettait aux régions de proposer dans les 3 mois qui suivent une autre gouvernance, une autre façon de s'organiser si on avait l'approbation donc, de toutes les collectivités locales, de la majorité des collectivités locales pour cette nouvelle organisation telle qu'on le proposait. Donc autant vous dire que ça a été une espèce de marathon, puisque je crois que c'est 600 ou 700 collectivités qui sont compétentes en urbanisme, autant une mairie qui a un PLU sur sa commune, voire une carte communale, à l'époque, qu'un PLUI, où là on a une interco, pour avoir les 50% des délibérations où on faisait la proposition, nous, d'intégrer un représentant de l'État, un représentant de la région, et à l'inverse, les 26 SCOT, mais aussi les AMF, les associations des maires, les 4, un représentant de l'association des intercos. Et puis, on a des membres associés, les maires ruraux, l'EPF et autres, d'autres partenaires avec qui on travaille, les départements aussi, avec qui on travaille, bien sûr, sur ces sujets de sobriété foncière. Donc, une gouvernance à notre main, très territorialisée et qui représente vraiment les territoires. Et je pense que ça a été le ciment du travail en commun que nous avons eu. Alors, on entend souvent, enfin en tout cas dans le cadre de nos accompagnements, on entend souvent que les territoires qui s'organisent aujourd'hui
C'est aussi parce que la réalité les y contraint. Ça pousse sur le terrain, il y a des conflits d'usage parce qu'il faut réorganiser l'allocation des fonciers, etc. Il y a des problématiques de régulation des prix. Et quand vous faisiez ce retour historique dès 2015, est-ce que c'est quelque chose qui vous a aussi animé dans les travaux ou vous étiez plutôt inscrit dans la démarche d'élaboration du SRADET? Nous accueillons Pierre-Yves Mailleux, bienvenue. L'arrivée a été compliquée. Prenez votre temps. On va poursuivre avec Laurence Fortin. Et donc, est-ce qu'il y avait cette pression sur le terrain à l'époque? Elle était ressentie ou pas? Ce qui est certain, c'est que, et moi-même pour avoir été maire, aujourd'hui, pour accueillir des nouveaux habitants, le réflexe, c'est de se dire on va construire des nouvelles maisons, on va créer des lotissements et on va continuer à se développer. Ça, c'est dans la tête de beaucoup d'élus locaux. Ce qui se dit aussi, c'est que si certains territoires ne se développent pas, c'est parce que finalement, ils n'auraient pas accès au foncier et donc ne peuvent pas le faire et ils sont concurrencés par d'autres territoires. J'ai presque envie de dire que certains auraient bien imaginé que si on mettait sous cloche les deux métropoles, naturellement, les gens iraient en Centre-Bretagne où ça se développe moins facilement. La réalité n'est pas celle-là. D'autres ont mis sur la table, et les débats ont eu lieu, que c'est eux qui avaient l'accès à l'eau. Et que finalement, on a des territoires où la question de la quantité d'eau disponible n'est pas suffisante. Et donc demain, il n'y a pas de raison qu'ils accueillent de nouveaux habitants puisqu'ils n'auront plus d'eau. Donc finalement, ils n'avaient qu'à profiter, on va dire, du fait qu'eux avaient de l'eau et donc pouvaient accueillir de nouveaux habitants. Donc les droits à construire étaient pour eux. Donc autant vous dire qu'on a eu des débats sur lesquels il a fallu trancher. Sur la question de l'eau, on s'est dit, par exemple, que le sujet de l'eau était un sujet de solidarité à l'échelle régionale, mais ne pouvait pas être traité comme celui-là. Et puis quand bien même tu avais de l'eau, est-ce qu'il fallait protéger ton eau ou au contraire détruire la ressource que tu avais en développant beaucoup et en construisant beaucoup? Donc tout ça a été travaillé collectivement avec des choses qui ont été posées avec Pierre-Yves avec sa conférence des Scott à un moment ou l'autre, avec un certain nombre d'indicateurs. Et ça nous a permis de les orienter et de définir un peu ce qu'on voulait pour la Bretagne, pour nos territoires. Très bien, merci. Pierre-Yves Mailleux, bonjour de nouveau. Alors on va aller tranquillement faire un petit flashback en arrière puisqu'on évoquait avec Laurence Fortin. On va prendre un petit peu de temps encore sur la manière avec laquelle votre territoire a accueilli la loi climat et résilience, le ZAN. Et je vous invite à donc nous faire un petit retour historique si vous le souhaitez et puis enchaîner, je dirais, sur comment vous êtes organisé pour que la conférence des Scott puisse mettre en commun et arbitrer sur une trajectoire qui puisse convenir à l'ensemble des partenaires. Alors quand vous dites historique en Bretagne, il faut se méfier, parce que s'il faut qu'on remonte au tumulus, au menhir, au dolmen, ça peut nous faire aller très loin en arrière. Plus sérieusement, on a eu une chance inouïe. Je dis bien une chance inouïe. C'est que les 15e rencontres nationales des Scott se tenaient à Saint-Malo du 25 au 27 août 2021. Alors ça ne dit rien à grand monde, hein, je veux bien le croire. Mais le 24 août, on oublie la Saint-Barthélemy et on pense au journal officiel, que chacun lit bien sûr, était publiée la loi climat et résilience. Ça veut dire que après la période Covid, après un certain nombre de difficultés, on se retrouvait l'ensemble des Scott de France à Saint-Malo, 48 heures ou 24 heures après la publication de la loi climat et résilience. Ça veut dire que la première réaction, c'était « Oula, qu'est-ce qui arrive ?» Mais puisqu'on est là au niveau national, puisque je suis administrateur de la FN Scott et que c'est pour ça qu'après ces périodes un peu compliquées du Covid, je souhaitais que quelque chose se passe en Bretagne. Mais avec cette loi climat et résilience, on s'est dit, il y a devant nous un changement extraordinaire qui se profile. Après, on va voir s'il faut l'accepter ou pas. C'est le principe d'une belle vague pour ceux qui font du surf. Voilà. Elle est impressionnante. Si on est dessous, c'est dommage. Si on est dessus, c'est toujours mieux. Et la chance, c'était qu'effectivement, le président du conseil régional et Laurence Fortin, qui participaient à ce séminaire, à cette rencontre nationale, ont tout de suite réuni les Bretons qui étaient présents pour dire « Attendez, là, il vient de se passer quelque chose. Comment est-ce que vous le percevez? Comment est-ce que vous voulez que l'on travaille ?» Ça veut dire que
encore une fois, 24 août 2021, 27 août 2021. Dans la foulée, à chaud. Alors, il ne faut jamais faire des choses à chaud, sauf se dire, voilà, on a quelque chose devant nous, on peut faire l'autruche, on peut faire comme si on ne savait pas, on peut faire comme si on ne voyait pas, on peut dire on verra plus tard. Non, là, il y a une première chose, c'est la volonté de se dire, il y a une opportunité, il se passe quelque chose d'important. Et je ne sais pas si Mme Fortin l'a indiqué, mais déjà dans le SRADET précédent, il y avait eu toute une réflexion foncière. Donc, on ne partait pas de rien en termes de réflexion. La deuxième chose qui est aussi un formidable atout breton, c'est pas chauvin, mais quand même, c'est que la Bretagne est couverte par 26 territoires de SCOT. Et qu'il y a un seul territoire qui ne l'est pas, mais qui a une compétence en droit d'urbanisme. Voilà. Et puis après, on a 2 îles, l'île de Saint et l'île de Sang, mais bon, ça veut dire que déjà, on avait un premier élément, une communauté de langage. C'est-à-dire que face à des changements dont personne ne pouvait mesurer comment ils devaient être appréhendés, on avait déjà un postulat de base, et qui n'est pas rien, j'en profite pour le rappeler. Quand on parle de SCOT, ça veut dire qu'on responsabilise des élus locaux. Parce que les syndicats ou les PETR ou les EPCI qui travaillent sur l'élaboration de leur SCOT sont constitués exclusivement d'élus locaux. Ça veut dire qu'on avait effectivement des gens qui se sont trouvés interpellés très directement sur je suis élu local, donc, et c'est ce que disait Laurence Fortin tout à l'heure, je dois assurer la promotion de la réussite de mon territoire. Je suis élu pour ça. Hein. Personne n'est élu pour faire autre chose que faire réussir son territoire. Mais en même temps, il se profilait un changement. On se dit, tiens, comment est-ce qu'on va pouvoir l'appréhender? Voilà. Donc ça, c'est aussi une chance, c'est que les élus locaux, il fallait les mettre tout de suite au jus pour qu'ils prennent en considération cet élément-là. Et je dirais le troisième point, et ça, c'est pas le moindre, c'est que la Bretagne est la Bretagne, excusez-moi pour ce pléonasme, mais sur le plan administratif, elle n'est pas changée de périmètre ces dernières années. Ça veut dire qu'on n'avait pas de difficulté à appréhender les interférences avec les services de l'État dans des régions dont le périmètre changeait, dont la responsabilité changeait. Donc, si vous conjuguez la réaction immédiate autour des rencontres nationales des SCOT, plus un territoire régional qui est entièrement couvert de SCOT avec des élus locaux qui avaient envie de faire réussir leur territoire. Et troisième élément, une région qui restait fortement identifiée et puis avec des relais qui n'étaient pas interrompus ni modifiés, vous dites qu'on avait quand même des ingrédients intéressants, il ne restait plus qu'à travailler, quoi. Très bien. Alors, comment avez-vous travaillé? Comment vous êtes-vous organisé pour construire cette trajectoire? J'ai entendu des premiers éléments clés, en fait, dans l'élaboration d'un processus que je qualifierais de démocratique, où on vote tous avec une voix identique, en tout cas le même poids. Comment tout ça s'est organisé si on avance un peu plus dans le temps, entre 2021 et aujourd'hui? Comment vous avez pu aboutir à une trajectoire qui fasse... consensus, peut-être relatif, je sais pas. Ça, je vous laisse nous le présenter. Surtout dans un contexte où, on l'a dit, mais les textes en vigueur aujourd'hui restent la loi climat et résilience et la loi ZAN de juillet 2023. Donc on est bien obligé d'appliquer les textes et rien que les textes, sauf erreur de ma part, et attendre des adaptations ou des aménagements qui restent aujourd'hui encore dans un processus législatif dont on ne connaît pas l'issue, ça rajoute à la complexité du système. Oui, mais ça veut dire qu'on pourrait considérer que ne rien faire serait la meilleure des solutions. Ça n'a pas du tout été notre réaction. Et la loi avait ceci de précis, c'est qu'elle donnait, elle déléguait, elle confiait aux représentants régionaux de la Fédération nationale des SCOT la capacité à présider une conférence régionale des SCOT. Voilà. Ça veut dire que nous avions déjà un mode de fonctionnement qui responsabilisait les acteurs locaux d'aménagement stratégique dans le temps moyen et long terme de leur propre territoire. Et ça, c'est un atout. Et à partir de là, la région nous a clairement indiqué que elle nous confiait cette responsabilité. Et puis, on s'est entendu sur un point clair, c'est qu'on avait un délai pour proposer
une territorialisation de la capacité d'aménagement et de consommation de l'espace, on va dire ça comme ça, parce que la loi était complexe, il y a une partie consommation en extension et une partie artificialisation. Donc, mais le premier acte, c'était sur la consommation. Eh bien, on s'est dit, si nous, élus locaux, n'avons pas le courage de tenir le stylo, de discuter entre nous et de décider, ça veut dire qu'on n'est pas à la hauteur de notre propre responsabilité, de notre mandat. En revanche, on n'a jamais cru que les choses allaient être simples. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble à l'élaboration d'un certain nombre de règles, de méthodes, pour se dire, bon, allez, la plus belle des méthodes, je la schématise un peu, c'est celle de l'entonnoir, hein, où au début, on identifie clairement toutes nos différences, tous nos intérêts, et puis au fur et à mesure qu'on va avancer, on va se dire, il faut qu'avant, alors je ne sais plus, c'était fin 2023 ouais, octobre 2021, 21, ouais, ou 22. Ouais. Donc on avait très peu de temps pour dire, ben voilà, on propose. Et si on ne proposait rien, ça veut dire que d'autres allaient pouvoir décider. Mais devant la loi, on considérait qu'on acceptait d'être impuissant ou incapable de décider. Et l'autre élément, et je termine, vous passez la parole à Mme Fortin, l'autre élément qui était important, c'est de dire que la loi, on a toujours considéré que c'était un avantage. Ça peut surprendre, mais ça veut dire que dans une république comme la nôtre, la loi, c'est l'égalité entre les territoires. Il n'y a plus de compétition possible. La loi s'applique partout et pour tous. Voilà. Donc on s'est dit, maintenant que si nous, on sait faire la différence, si on sait traduire en réalité ce que l'on veut, on pourra effectivement le décider à l'échelle régionale. Et ça, c'était une question de volonté. Alors j'en reviens à l'identité bretonne, j'en reviens à la nécessité pour les élus locaux de toute race, peuples et langues de travailler ensemble en se disant, il y a un enjeu de réussite régionale, relevons ce défi. Ça va être compliqué, ça va être difficile, mais on a la chance d'avoir comme voisins soit des Irlandais, soit des Jersey ou des Guernsey, soit des Britanniques, n'est-ce pas? Et on s'était dit dès le départ, c'était une de mes images, vous mettez deux véhicules côte à côte, vous leur dites vous roulez à 80, vous mettez l'anglais à gauche, parce que vous ne pas trop et le français à droite, et les deux roulent à 80, mais l'anglais sera devant. Ah oui, parce que s'il a un compteur en miles per hour, il aura l'impression de rouler à 80, il se mettra à l'aiguille à 80, mais il ira plus vite que celui qui roule en km/h. Ça voulait dire tout simplement qu'on acceptait qu'il puisse y avoir des différences à condition de les comprendre et d'être en capacité de les mesurer. Et c'est là qu'on a commencé par se dire, oui, si on a un alphabet qui nous est commun, si déjà on parle de la même chose, nos différences seront explicables et on pourra les critériser, les pondérer. Donc il a fallu qu'on ait cette volonté au départ. Il paraît qu'on accepte qu'on soit différent, mais qu'on dit de toute façon, le conseil régional nous attend, on doit être capable, par la porte, par la fenêtre, de se dire des choses et puis de décider ensemble dans l'intérêt de la région. J'avais juste une réaction. Ça m'évoquait des échanges qu'on a pu avoir dans le cadre des réunions de préparation où les témoignages des équipes aussi étaient intéressants à entendre, notamment sur on n'a pas additionnalisé les besoins de chacun des Scots. Ça m'a fait écho à votre remarque de la démarche en entonnoir où il a fallu à un moment convenir ensemble, co-construire, se mettre d'accord dans des organisations qui sont peut-être moins naturelles ou en tout cas moins évidentes pour ce type de sujet en matière d'aménagement sur ce volet-là. Et donc, dites-nous en plus sur le processus. Il faut revenir sur le livrable d'octobre 2021. Pierre-Yves Mailleux est modeste parce qu'en réalité, le travail qui a été réalisé dans ce temps très contraint a été un travail de très grande qualité, où beaucoup de choses ont été dites. Ça ne nous donnait pas le mode d'emploi, mais il y avait les orientations claires qui avaient été prises. Par exemple, c'est pas parce qu'on a beaucoup consommé, on a entendu beaucoup parler de ça, pas parce qu'on a consommé beaucoup de foncier sur les années passées, qu'on a droit à la moitié de ce qu'on a consommé. Ou inversement, c'est pas parce qu'on n'a pas consommé qu'on n'aura que la moitié de pas et donc rien. Ces choses-là ont été exprimées, ont été orientées. Et donc, à partir de là, à partir de ce verbatim sur plein d'éléments, on a réussi à construire un certain nombre d'indicateurs.
Ces indicateurs, c'est l'évolution, les perspectives démographiques qui sont différentes d'un territoire à l'autre. C'est les consommations passées, c'est la question du renouvellement urbain, c'est la question de la prise en compte de si on est une ville ou si on est un territoire rural, où on a attendu des densités différentes. Et donc, à partir de ce verbatim très précis, on a commencé à écrire nos indicateurs. Et ensuite, on a orienté nos indicateurs. Je vous résume ça en 3 étapes. La réalité, c'est 12 journées entières de travail. 12 journées entières de travail avec les élus de la conférence des Scott et désormais la CRG. C'était très important. On avait fait un exercice à blanc, je pense que M. Maillot il s'en souvient encore, c'était chaque territoire qui ne se met pas dans la peau de l'autre, il dit pour lui c'est quoi, comment on oriente ses indicateurs si je suis une métropole. Et finalement, on avait trouvé que les métropoles, elles disaient qu'il faut mettre tout le foncier aux métropoles. Les ruraux disaient qu'il fallait mettre tout le foncier sur les territoires ruraux. Et tout le monde, et on trouvait, il y avait d'autres sur les villes moyennes, et puis je devais oublier le 4e, un truc un peu... Et donc, on avait 4 quarts. Donc, on se dit, là, c'était au moment où la ministre Borne négociait les retraites. Autant vous dire que le président de région, il me dit, ça se passe bien. Je dis, on est un peu comme la ministre Borne, là, on est en grande discussion, un petit peu en tension, parce que tout le monde veut défendre son territoire. Tout le monde veut défendre sa position. Et donc, à un moment ou l'autre, il faut réussir à construire un projet commun. Et c'est bien par ce travail collectif, ces orientations, ces simulations, qui permet à chacun de comprendre qu'il va avoir les moyens de réaliser son projet de territoire. C'est ça la clé de sortie. C'est que chaque territoire, lui, a la capacité, pas de dire on enlève les terrains aux urbains, on va les mettre aux ruraux ou ceci ou cela, mais il voit qu'il a la capacité à réaliser son projet de territoire, accueillir la population telle qu'il l'a imaginé, en intégrant, bien sûr, un effort de sobriété foncière. Et que derrière, il y a un engagement d'accompagner, et on ne l'a pas dit, mais à l'échelle régionale, on avait fait le choix aussi, par exemple, d'accompagner financièrement que les projets qui vont en renouvellement urbain. C'est-à-dire, à un moment ou l'autre, de mettre en cohérence, d'une part, les ambitions nationales que nous avions et les ambitions pour la Bretagne que nous avions sur la sobriété foncière, en cohérence avec nos outils d'accompagnement financier, parce que tout le monde le sait, c'est plus compliqué, c'est plus long, ça coûte plus cher, c'est plus complexe. Et donc, à un moment ou l'autre, il faut trouver un système incitatif. Et c'est ce partage d'informations, c'est cette compréhension des uns et des autres qui nous a permis de tracer ce chemin commun pendant ces X journées de réunions très riches et d'échanges. Avec tout le monde avait cette volonté-là en Bretagne de se dire on veut protéger l'agriculture. On est une terre agricole, on veut continuer à protéger l'agriculture. On sait qu'on doit s'inscrire dans la stratégie net bas carbone et pourtant nous sommes une région qui s'est développée ces dernières années beaucoup par une extension urbaine et donc très dépendante aux véhicules. Donc on ne voit pas comment on va réussir à atteindre cette stratégie net bas carbone si on continue comme ça. Mais comment on construit collectivement notre outil? C'est ce travail en commun d'acculturation. Et j'ai envie de dire, puisqu'on est en fin de mandat municipaux, assez prochainement, c'est que cette conférence-là, c'était presque un risque. C'est qu'elle a grandi, on a grandi ensemble, c'est-à-dire qu'on s'est approprié les données et qu'à un moment ou l'autre, il fallait vérifier que les territoires étaient aussi en cohérence par rapport à ce collectif des 26 codes, parce que 26 codes sur 1200 communes à l'échelle de la Bretagne, vous comprendrez que ça fait pas non plus tous les territoires. La réalité, parce que vous demandiez est-ce que ça fait consensus, c'est que le SRADET a été arrêté, approuvé et est exécutoire sans avis défavorable. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que toutes les collectivités de Bretagne sont favorables à la sobriété foncière, que vous ne croiserez pas un élu qui est opposé à la sobriété foncière. Mais ça veut dire quand même qu'il n'y a aucune collectivité de Bretagne qui s'est mobilisée et qui a fait voter contre ce projet-là. Et ça veut dire, à l'inverse, qu'il y a un consensus général sur ce sujet-là et qu'on s'inscrit dans cette dynamique. Et pour le coup, on voit les chiffres arrêtés là... les chiffres que nous avons pu avoir sur 2024, on est dans la trajectoire. On est dans la trajectoire 21-24, avec évidemment des différences selon les territoires, mais de toute façon, les projets de territoire ne se réalisent pas tous au même rythme. Et donc, c'est globalement, nous, à l'échelle de la Bretagne, qu'on regarde les choses. La prise en compte est réelle et la dynamique s'inscrit bien dans cette sobriété foncière. C'est un élément intéressant. Vous l'avez dit tout à l'heure, la mise en œuvre. Alors, une fois qu'on a
élaboré, construit une trajectoire, il faut pouvoir la mettre en œuvre. C'est des codes les codes bougent un peu, si je puis dire, parce que moins artificialiser mais continuer à développer, ça veut dire aussi reconstruire sur l'existant, et il faut les outils pour pouvoir le faire. Il faut développer des partenariats et associer les acteurs du terrain qui permettront de faire à l'équilibre économique qui va le permettre. Là, je vais faire un petit zoom sur la Banque des Territoires. En tant que partenaire, on est financeur, on essaye d'accompagner les territoires partout en France sur ces enjeux. Force est de constater qu'on a dû aussi faire évoluer notre positionnement, essayer d'être le partenaire le plus amont possible pour s'assurer des faisabilités financières et économiques des projets qui vont permettre de réaliser ce renouvellement urbain à grande échelle, si je puis dire, et puis la préservation aussi des sols naturels. Rémi Herlin, témoignage, comment l'avez-vous vécu aussi, comment la direction régionale en Bretagne s'est positionnée sur le sujet ? Alors, on l'a bien vécu, je vous rassure, mais peut-être avant de se poser la question du comment, revenir, même si ça a été un peu effleuré, sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'à la Banque des Territoires, on s'est préoccupé aux côtés des collectivités sur ce sujet-là ? La première réponse, c'est parce que c'est notre vocation, c'est dans la partie des territoires de notre nom. On est un interlocuteur, je pense même qu'on pourra dire qu'on est partenaire des acteurs locaux, des collectivités, sur les sujets plutôt nouveaux. Et là, ça tombe bien, on voit bien, il faut faire la trace sur le sujet. Et on y apporte ce que l'on sait faire dans l'analyse des enjeux territoriaux, analyse juridique, analyse réglementaire, analyse économique et financière, c'est pas la même chose. Et donc, on vient apporter notre écho à la réflexion commune. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième, c'est qu'on est un acteur du long terme. Et le foncier, qu'est-ce que c'est ? Alors, si on met de côté un petit peu le vocabulaire de l'aménagement ou du droit, si on prend un peu le recours à la poésie, le foncier, c'est quoi ? C'est inscrire l'espace dans le temps. Ça tombe bien, on est un acteur du long terme. J'arrête là la poésie parce que j'en viens à ma troisième caractéristique, c'est qu'on est banque des territoires, il y a banque. On est donc un acteur financier, et ça tombe bien là aussi, puisque pour doter le foncier, pour mettre la main sur le foncier, il faut des capacités financières, il faut pouvoir mobiliser des capitaux, voire même plutôt immobiliser des capitaux sur du long terme. Donc pour ces raisons-là, on avait vocation à se retrouver ensemble. Et donc, comment est-ce qu'on s'est organisé ? Mais comme on le fait finalement à chaque fois, en s'appuyant sur les ressources du siège, la capacité de la maison à passer du temps, à les réfléchir, à diffuser les bonnes pratiques que l'on repère à droite et à gauche, et puis modestement par le réseau des directions régionales, en tissant les liens de proximité, grâce à l'appui de mes équipes, de Jeanne, ici présente, de l'équipe des affaires régionales, on vient au contact des porteurs de projets, on vient au contact des collectivités, et puis on vient avec eux défricher ces sujets-là. On s'est appuyé sur le plan stratégique de la Banque des Territoires, qui a identifié 16 mesures phares d'intervention, et parmi ces 16 mesures phares, il y en a une, c'est la sobriété foncière, accompagner les démarches de sobriété foncière, et on a identifié trois leviers d'action. Trois leviers. Le premier levier, c'est aider à la constitution de réserves foncières pour les besoins d'intérêt général. Le deuxième levier, ça a été évoqué tout à l'heure, comment participer aux opérations de recyclage urbain. Et puis le troisième levier, c'est comment aider aux démarches de renaturation, de débétonisation. Je ne sais pas si le terme existe, mais en tout cas, je le dépose. Alors peut-être que si on revient sur les trois leviers, le premier levier, celui dans lequel on est le plus engagé, aider les collectivités, les acteurs publics au sens large, à se doter de réserves foncières, ça veut dire deux choses. D'abord, repérer où est le foncier disponible. Est-ce que moi, collectivité, je n'ai pas déjà une petite partie du foncier qui me sera utile dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ? Peut-être que ce foncier-là, il est entre les mains d'acteurs privés qui auront besoin, à un moment ou à un autre, de venir passer par la case publique pour une autorisation d'urbanisme ou autre. Donc d'abord, repérer ce foncier, se doter d'une stratégie foncière, et puis ensuite, se donner les moyens financiers de maîtriser ce foncier-là. Donc sur la partie stratégie, ce n'est pas à nous de définir la stratégie, c'est bien les collectivités qui sont maîtresses de leur destin et qui ont vocation à définir ces stratégies à partir du travail de repérage. Et nous, on vient modestement accompagner les démarches qui sont lancées en cofinançant des études. Alors on parlait tout à l'heure du livre blanc sur Lausanne en Bretagne. On a cofinancé les démarches préparatoires pour arriver à l'élaboration de ce livre blanc. On vient aussi, parce qu'on est en Bretagne,
aider à éclairer des stratégies sur mon foncier, mon territoire est menacé par l'érosion, le recul du trait de côte. Qu'est-ce que je dois faire? Sur quel territoire je dois intervenir? Quels sont les territoires que je vais devoir délaisser? Quels sont les territoires qui ne sont pas sous ma responsabilité actuellement, mais dont j'aurai besoin dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand j'irai repositionner en rétro-littoral certaines activités qui, pour l'instant, sont en front de mer, mais vont être exposées. Donc, sur ces sujets-là, on accompagne des collectivités, que ce soit à Bénodet, dans le sud Finistère, ou que ce soit sur la côte morbihannaise, autour de Doré-Quiberon, sur... On n'a pas les réponses à donner, mais on peut aider par des cofinancements d'ingénierie sur aider les acteurs locaux à se poser les bonnes questions pour définir les stratégies. Donc ça, c'est la partie identification, conception des stratégies. Puis après, on va rentrer dans le dur. Ok, j'ai identifié que le champ du père Martin, j'en ai besoin, ou cette friche industrielle sur laquelle se penchent d'autres acteurs privés. Non, il faut que je la maîtrise pour pouvoir l'utiliser peut-être dans 2 ans, mais peut-être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et là, on va mobiliser un peu toute la gamme. On peut faire ce que l'on sait faire de façon très classique, du prêt, sauf qu'on ne va pas le faire de façon classique. On va être capable de faire des prêts pour la détention, l'acquisition et détention foncière par les collectivités, des prêts de très long terme, 60 ans, 80 ans. On peut aller jusqu'à ce terme-là quand des acteurs publics, collectivités, ou alors des bailleurs sociaux se disent « j'ai besoin de mettre la main sur ce terrain-là parce que j'en aurai besoin ultérieurement ». Au hasard, un exemple pris parmi d'autres, du côté de la ville de Cancale, un prêt de 2,5 millions qu'on a fait il y a quelques temps auprès de monsieur le maire ici présent pour disposer de surfaces sur lesquelles vont être construits ultérieurement des logements, un parc naturel, des équipements publics. Ça, c'est pour la partie, on va dire, presque la plus facile. Et puis, il y a d'autres cas où il faut que les acteurs se mettent à plusieurs, se dotent d'un outil qui n'existe pas pour l'instant, qu'il va falloir inventer. Et donc, on est venu en ingénierie, là aussi, au contact, en partenariat avec le Conseil régional de Bretagne, avec l'établissement public foncier breton, qui souhaitait se pencher sur le sujet de quels seraient les contours d'un outil de portage foncier à une échelle assez importante, puisque là on se parle de pouvoir détenir jusqu'à 100 millions d'euros d'investissement dans des terrains ou dans des bâtiments, mais qui seront utiles à long terme. Et donc, première étape, une étude. Ce n'est pas nous qui avons fait l'étude, mais on est venu cofinancer à hauteur de 100 000 euros sur cette étude pour identifier est-ce qu'il y a un besoin. Est-ce qu'il est avéré? C'est quoi le cadre réglementaire actuel? C'est quoi le modèle économique? Par quel type de structure faut-il passer? Est-ce que c'est une SEM? Est-ce que c'est une SAS? Est-ce que c'est autre chose? Donc toutes ces questions-là, c'est intéressant de pouvoir aller aux meilleures sources pour être éclairé. Et puis maintenant, on arrive à l'orée de la deuxième phase, de la mise en œuvre opérationnelle. J'en dis pas beaucoup plus maintenant parce que moi j'ai un comité dans 3 jours pour porter sur les fonds baptismaux notre participation, mais on est sur un sujet qui est déjà bien avancé et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples comme ça à l'échelle nationale. Donc ça c'est pour le premier volet. On l'a vu, c'est un volet quand même assez consistant. Repérer le foncier, se doter d'une stratégie territoriale et puis avoir des outils de portage. Deuxième volet, on n'a pas attendu la loi ZAN pour s'en préoccuper, mais c'est venu accélérer les réflexions qu'il peut y avoir. C'est tout ce qu'il y a autour du recyclage foncier. Alors ça, on le fait comme M. Jourdain faisait de la prose. On est présent de longue date dans les sociétés d'économie mixte aux côtés de nos partenaires locaux qui avaient l'habitude de faire de l'aménagement, qui le font différemment maintenant, et puis qui ont eu tendance à se doter d'outils, de filiales, pour aller faire ces opérations qui sont compliquées, qui doivent être faites par des acteurs privés, mais qui néanmoins n'attirent pas les acteurs privés classiques, et donc pour lesquels il faut qu'on aille collectivement s'investir. C'était ce qu'on appelle les foncières de redynamisation commerciale, mais ça peut être aussi aller porter des actifs touristiques, des bâtiments touristiques, des sites touristiques compliqués à rénover, et en même temps on n'a pas envie de les laisser partir complètement au privé classique, dans un schéma, un destin qui échapperait au territoire. Donc de plus en plus, effectivement, on va avec les outils de l'économie mixte. Et puis ça peut être aussi plus simplement, si je puis dire, travailler auprès des bailleurs sociaux sur transformer leur patrimoine, où on n'est plus tout à fait dans de la construction neuve, on n'est plus tout à fait non plus dans de la rénovation un peu classique, où on va se dire, sur un bâtiment, là où auparavant on aurait rasé complètement, et puis on aurait reconstruit ailleurs, et puis on aurait fait du neuf autrement, là c'est de se dire, on va curer complètement un bâtiment, et on va reconstruire à l'intérieur.
Et du coup, ça paraît pas, mais se pose des questions assez bêtes et méchantes. Du coup, les exemptions fiscales, est-ce que j'y ai droit? J'y ai droit quand je construis, mais pas quand je rénove. Oui, mais là, c'est de la quasi-construction neuve dans un bâtiment qui existait déjà. Les agréments. Est-ce que l'État va me délivrer de nouveaux agréments, sachant que je viens de détruire des logements où il y avait des agréments? Du financement. Est-ce que moi, Banque des Territoires, je vais vous prêter à vous pour faire de la rénovation qui est quasiment de la construction neuve? Donc toutes ces questions-là se posent, et ce n'est pas étonnant si c'est sur le territoire breton qu'on avance sur ces sujets-là. Et puis troisième levier d'intervention qui est autour de la renaturation. Là aussi, on vient dans les réflexions, dans les stratégies, ou sous forme de prêt. Alors, je n'ai pas l'honneur de pouvoir évoquer un exemple breton en la matière, mais je sais que du côté de Saint-Jean-Cap-Ferrat, on a fait un prêt parce que la collectivité s'est dit, sur ce terrain-là, je vais mettre la main sur ce terrain-là parce que j'ai besoin de renaturer, j'ai besoin d'avoir un poumon vert et j'ai besoin que rien d'autre ne s'y passe pendant 60 ou 80 ans. Ça a un coût pour ma collectivité. Le prêt qu'on vient faire ne vient pas enlever ce coût-là, il vient juste l'étaler sur une plus longue durée qui permet de franchir le cap budgétaire. Merci Rémi. Si on se positionne aujourd'hui, quel chemin reste-t-il à parcourir? On va aborder dans la deuxième partie de l'intervention avec Yann Godet l'élaboration du livre blanc. Donc je voulais que vous nous en parliez quelques minutes. On a une petite dizaine de minutes à vous deux pour se projeter dans l'avenir. Et peut-être aussi évoquer ensemble une version du « et si c'était à refaire ». Est-ce que tous les partenaires étaient autour de la table? Est-ce qu'il en manquait au rendez-vous? J'ose la question, les grands projets d'envergure nationale, comment ça se traite dans la relation aussi avec le partenaire État? Peut-être l'évoquer en quelques minutes et puis voilà. Est-ce qu'il a manqué des choses à votre sens? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement Voilà. Bon, je veux bien me jeter à l'eau et je vais le faire d'autant plus aisément que je vais penser Bretagne et mer. Puisqu'on parle de gouvernance. Gouvernance, moi j'ai envie qu'on pense à gouvernail, et puis qu'on pense aux marins qui vont bientôt partir d'ailleurs. Bon, c'est pas tout à fait de la Bretagne, mais quand même il y a pas mal de Bretons qui vont partir aussi. Mais Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour un capitaine qui ne sait pas quel port il doit atteindre. Ben, c'est un petit peu ça. Gouvernance, ça veut dire que quels que soient les vents, quels que soient les courants, comme on sait où on veut aller, où on sait où on ne veut pas aller, et ben ma foi, on va utiliser les forces et les énergies. Alors c'est vrai que lorsqu'il y a des vents complètement tourbillonnants ou tout à fait imprévisibles, c'est plus ennuyeux parce qu'on passe notre temps on peut passer notre temps à affaler la voile ou à faire le point. C'était un petit peu le cas avec toutes les mesures potentielles de modification, de révision, de ceci, de cela, parce que on avait notre propre cap. Et moi je dirais que si c'était à refaire, ben moi je le referais bien volontiers, parce que ça a été un élément essentiel qui a permis de nourrir la confiance indispensable au fonctionnement démocratique. Et quand je dis ça, alors je ne fais pas de parallèle avec ce qui peut se passer dans cette belle ville de Paris, un certain nombre de lieux où on se demande, bref, non, mais je me dis que ça a permis à l'État de se mobiliser, au Conseil régional d'assumer pleinement ses responsabilités, et je le disais aux élus locaux qui travaillent dans les différents SCOT, de se dire, ben voilà, si, comme vous le disiez, M. Herlin, si je me projette à moyen et long terme pour faire réussir mon territoire, eh bien, il y a des choses que je vais prendre en considération. Et on a bien senti que ce n'était pas une sorte de foire d'empoigne où on allait se partager des droits et donc il allait forcément avoir des perdants, mais c'était plutôt trouver une logique de mise en capacité de réussite de projets. Les projets étant différents suivant les territoires, suivant les pressions, suivant les actions antérieures, les prévisions futures. Voilà. Donc chacun a eu la conviction que le meilleur possible pouvait sortir. Et moi, je dirais que c'est pour moi l'essentiel. Et d'avoir quelqu'un qui a coordonné, un animateur, voilà, il y a des moyens spécifiques qui ont été déployés pour qu'il y ait cette acculturation et que les gens se respectent, se comprennent, se parlent et puis en même temps n'aient pas peur de décider.
Alors la question, si c'était à refaire, est-ce qu'on referait ? Oui, on referait. Oui, je le referais, et avec plaisir, ne serait-ce que pour voir la trajectoire dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'on est dans la trajectoire, et ça, c'est quand même un élément important. Parce que ce collectif, c'est pas rien, c'est une force. Je peux vous dire que le jour où on sort la répartition du foncier à l'échelle de la Bretagne, avec l'ensemble des SCOT, et qu'on se retrouve après, c'est vraiment un soulagement. C'est une forme de fierté. Chacun, en responsabilité, a pris sa part dans la décision, dans le respect, et quelque chose qui m'est cher, moi, c'est en subsidiarité. À chaque fois, à son niveau. À l'échelle de la région, je me situe à l'échelle de la région. Je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien ce qui est fait, ceci, cela. C'est voilà notre ligne. Comment collectivement on peut s'inscrire dans cette ligne, chacun avec ses différences. Et ça, je pense que c'est majeur. Alors maintenant, est-ce qu'on ferait exactement pareil ? Je pense qu'on aurait peut-être, mais c'est toujours plus facile avec du recul, capacité à embarquer avec nous un peu plus rapidement tout le monde économique, tout le monde de l'habitat, parce qu'on a beaucoup travaillé avec les élus qui se sont bien appropriés les choses, mais globalement, il a fallu aller faire un peu de service après-vente sur le marché de l'immobilier avec les acteurs économiques qui là, ils se sont dit vous nous avez oubliés, alors que pas du tout, mais quand même. Donc il faut élargir à chaque fois autant que possible. Et il manque toujours quelque chose dans cet élément-là, c'est le particulier. C'est qu'aujourd'hui, j'ai dû lire un sondage récemment qui dit que globalement tout le monde est favorable aux ZAN. Mais la réalité, c'est que quand il y a un projet de renouvellement urbain près de chez soi, il y a énormément de projets qui sont attaqués. Donc on voit bien encore que entre l'ambition, s'inscrire dans la sobriété foncière, 2, faire face aux aléas climatiques, aux inondations et autres, et tout le monde est conscient qu'il faut changer de logiciel, quand ça s'applique à soi, près de chez soi, c'est plus compliqué, et donc il y a un gros travail encore à réaliser à ce niveau-là. Ça, c'est un élément, si est-ce qu'il fallait refaire. Ensuite, je vais me permettre de dire si on pouvait avoir un peu de stabilité dans la loi. On a une loi qui a été écrite. Parfois, on dit qu'il vaut mieux une loi mal écrite, mais qui se met en application et on s'ajuste entre nous. Mais il ne faut pas qu'elle revienne tout le temps. Il ne faut pas réécrire en permanence. Parce que si nous, on s'inscrit, y compris dans la sobriété foncière, y compris dans le cadre de la loi, et c'est ce que je dis aux acteurs économiques, c'est d'abord pour les protéger. Parce que si nous n'avons pas de documents d'urbanisme à jour, il n'y a pas de projets qui peuvent sortir. Parce qu'à chaque fois, il y a une interface, il y a un petit trou de souris là pour contester le projet. Et aujourd'hui, avec tous les remous, avec toutes les interrogations, toutes les circulaires qui sortent, la PPL Trace, je n'en parle pas, ou encore les PNE, ça peut réinterroger en permanence le travail qui a été réalisé. Et j'ai envie de dire aux parlementaires, arrêtez, laissez-nous bosser, laissez-nous mettre en œuvre, et on fera un bilan et on réajustera. Imaginons qu'actuellement, il y a 10 000 hectares, c'est même pas une imagination, il y a 10 000 hectares pour l'industrie qui seraient mobilisés à l'échelle nationale. Ces 10 000 hectares remettent complètement en cause les 4 ans de travaux que nous avons mis, faits collectivement, avec une appropriation des territoires. Alors qu'à date, je n'ai pas vu en Bretagne un seul projet économique qui ne soit pas sorti de terre parce qu'il manquait de foncier. Donc il faut faire attention entre dire on va flécher 10 000 hectares pour l'industrie et la réalité du territoire qui fait qu'à chaque fois qu'il y a eu des projets économiques et qu'on a été en situation de l'accompagner, et les collectifs régions, interco, là pour le coup compétences économiques, fonctionnent bien dans un dialogue construit et nourri pour accueillir les entreprises et mettre à disposition le foncier nécessaire. Et là aussi, pour les acteurs économiques, on a aussi des friches qu'on doit retravailler. Donc, on les passerait un message que pour l'économie, il faudrait aller consommer du foncier. Donc, attention, respectons, travaillons en subsidiarité et respectons le travail des uns et des autres et faisons confiance. Faisons-nous confiance. Ne soyons pas déjà en train de modifier une loi qui n'est pas encore en œuvre, quoi. Enfin, ça serait presque le cri du cœur si on pouvait faire quelque chose. Peut-être que l'instabilité politique, là, pour le coup, peut nous aider à continuer à avancer. C'est malheureux ce que je dis, mais c'est une réalité.
Merci. Je ne sais pas si Rémi, vous souhaitiez ajouter quelque chose sur cette partie-là, parce qu'on va s'engager doucement sur la deuxième phase. Je vous laisse... Non, à part que je vois qu'après l'adaptation au changement climatique, il va falloir qu'on mette en œuvre un programme, l'adaptation au changement législatif, on essaiera d'y pourvoir. Ce que je vous propose, alors il y avait dans le fil de discussion, vous pouvez adresser vos questions dans le fil de conversation Teams. On tâchera d'essayer d'y répondre régulièrement. Alors j'en ai vu passer une, mais peut-être qu'on la traitera en toute fin d'intervention. On nous demandait s'il était possible d'avoir des exemples des indicateurs que vous aviez retenus. Je crois que vous aviez parlé tout à l'heure de l'évolution démographique notamment. Alors on peut y répondre maintenant ou y répondre en fin de séquence, peut-être plus maintenant pour qu'on... Je veux bien répondre maintenant. Il y a 8 indicateurs. Et le plus important, qui pèse 20%, le total fait 100, ça ne vous surprendra pas, c'est celui effort consenti en matière de sobriété foncière dans les 10 années passées. Parce qu'un des principes, c'est qu'on ne voulait pas punir les bons élèves. Et comme le disait Laurence Fortin, si j'ai déjà réduit ma consommation hier, me demander de la réduire encore d'autant, au même niveau que celui qui n'aurait pas fait d'effort, paraissait absurde. Donc c'est le premier des critères. Ensuite, on a des critères à 15%, niveau d'optimisation du foncier dans les espaces urbanisés. Donc là, c'est pour faire le ratio entre quelle est la part de surface urbaine et non urbaine. Dynamique démographique prévisible, parce que là aussi, quand je discute avec mes collègues maires de communes voisines, tout le monde est prêt à accueillir tout le monde prévoit d'accueillir 1000 habitants supplémentaires, mais sauf que la communauté d'agglomération ne prévoit pas nécessairement d'en accueillir 10 000. Voilà. Donc ça. De même, dynamique économique prévisible. Alors, il y a ceux qui précisément avaient pu ne pas consommer hier parce qu'ils réfléchissaient à une stratégie de développement économique. Eh bien, voilà, ça veut dire qu'ils vont avoir la capacité à le lancer parce que c'est prévisible. Il y a ceux qui, hier, ont réalisé des choses parce que le marché, les technologies d'hier, c'était le moment, ils étaient dedans. Mais ça ne veut pas dire que demain, ils reproduiront la même chose. Donc, c'est vraiment des éléments prévisibles. Et quatrième élément, à 15%, c'était l'indice de ruralité. Voilà, histoire de dire, oui, les secteurs qui sont très urbains n'ont pas la même propension à préserver, par exemple, les espaces naturels, agricoles et forestiers, ou la ressource en eau. Vous noterez sur ce point-là qu'on n'a pas attendu le 1 hectare par commune, amené un peu plus tard dans la loi, pour tenir compte de la différence des territoires. Parce qu'on sait très bien qu'on ne construit pas de la même manière en ruralité que dans une ville bien dense. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais, il faut faire confiance aux élus. Nous avions mis en place des indicateurs qui tenaient compte de la ruralité déjà, sans mettre entre guillemets un bazar avec le 1 hectare par commune, où dans certains territoires, il y a plus d'hectares qui ont été octroyés que d'hectares disponibles en réalité. Pas à l'échelle de la Bretagne, parce qu'on a des communes qui sont relativement grandes. Mais dans certains territoires où les communes sont toutes petites, le 1 hectare par commune a déstabilisé complètement la répartition possible du foncier. Alors, je cite les 3 derniers critères. Effort de protection des espaces naturels, agricoles, forestiers, des continuités écologiques, qualité écologique des masses d'eau, parce que là, c'est-à-dire qu'il y a des périmètres, et plus vous avez de périmètres de protection dans la surface de votre territoire, plus vous pouvez être contraint, donc il fallait quand même que ça compte. Ensuite, préservation de la sécurité des Bretonnes et des Bretons, maîtrise des risques et des nuisances. Les PPRT, par exemple, les risques technologiques, elles sont plus dans certains endroits qui sont déjà industrialisés, qui peuvent être déjà plutôt proches de métropoles, enfin bref. Et le dernier critère, capacité d'accueil en matière d'équipement et de service à la population. C'est-à-dire, on ne va pas tout partout, c'est fini. Tout pour tous, ça commence. Et ce qui était pour moi très intéressant et très important, c'est que il n'y a rien de pire que de fabriquer des indicateurs dont on n'arrive pas à reproduire ou à assurer le suivi. Mais tous ces indicateurs sont des éléments publics, à partir de statistiques objectives que tout un chacun peut consulter. Ça veut dire que là, il n'y a pas, on ne cherche pas à mesurer avec des... Non, il n'y a pas de biais, il n'y a rien. Chacun peut les comprendre s'il le veut. C'est un élément important parce que sur la population, c'est les données INSEE, par exemple, qui ont été retenues. Ce n'est pas la population souhaitée, c'est la population attendue selon l'INSEE. Les projections. Les projections. Effectivement, qui peuvent vraiment changer la donne. Merci pour ces éléments. Ce que je vous propose, c'est que nous enclenchions sur la prochaine séquence qui va être dédiée au livre blanc du foncier en Bretagne. Merci Rémi Orlin.
Et nous allons poursuivre en accueillant à distance Yann Godet qui est connecté. Bonjour. Bonjour à tous. Et donc Yann Godet est maire de Plouers-sur-Rance. Il est responsable du SCOT du pays de Dinan et il est membre référent de la CRG ZAN. Le constat est sans appel aujourd'hui. On dispose d'outils nombreux en matière d'aménagement. Mais quand il s'agit de reconstruire sur la ville ou d'intervenir pour préserver du foncier naturel, les équilibres économiques restent difficiles à trouver. L'équation est quand même fortement bouleversée. Les acteurs qui interviennent dans un chaînage classique, je dirais, de l'aménagement, voient leur métier assez profondément perturbé. Et donc, il faut étoffer absolument la boîte à outils aujourd'hui. Je crois que c'est dans ce cadre-là que vous avez inscrit la démarche que vous allez nous présenter. Je vais peut-être d'abord, Laurence Fortin, vous demander un petit élément de présentation et puis nous passerons la parole à Pierre-Yves Mailleux puis Yann Godet pour nous présenter tout ça. Oui, on a fait tout à l'heure référence à la contribution de la conférence des SCOT qui avait posé un certain nombre de conditions et une des conditions c'était il faudra nous accompagner dans la mise en œuvre de la sobriété. Donc on a bien travaillé, vous l'avez compris, sur la question de la répartition du foncier, mais il faudra nous accompagner. C'est un peu brut comme élément. Et donc il y a un moment, on dit OK, il faut vous accompagner, mais comment ? Et finalement, je ne pense pas, et j'en suis même persuadée, c'est que le Conseil régional de Bretagne n'aurait pas été à même de faire cette répartition foncière à l'échelle de la Bretagne sans le travail collaboratif. Et je ne pense pas qu'on peut accompagner les territoires tout seul au Conseil régional de Bretagne et que c'est bien un travail collaboratif qui doit nous permettre de définir collectivement quels sont les outils juridiques, financiers et autres qui sont à réinterroger à différents niveaux où chacun prendra sa part dans la mise en œuvre de la sobriété foncière. Je pense que c'est ce travail-là qui doit être réalisé. Et on s'appuie en cette fin de mandat sur finalement l'expérience de tout à chacun. On a des élus qui ont travaillé depuis 2021 sur la sobriété foncière, qui sont, comme M. Godet, maires sur leur territoire et qui voient bien au quotidien les contraintes de la sobriété foncière. Et donc tout le monde a des suggestions et avec les différentes études et autres qu'on a pu avoir, c'est de se dire comment on peut passer maintenant, qu'est-ce qu'on peut proposer pour réussir cette sobriété foncière, et c'est ce que la chance de piloter, Yann. Alors, en complément, moi, je dirais que dans notre environnement, les grands yakas, il y en a beaucoup, ils sont nombreux. Voilà. Les faucons aussi. Mais dès l'instant où on avait la conviction qu'on avait des choses à réussir, je ne dis pas seulement à faire, je dis à réussir, et que, comme le rappelait Laurence Fortin, chacun à sa place, chacun dans son rôle, et la subsidiarité devait jouer tout son rôle. À ce moment-là, s'agissant de convaincre, alors effectivement il a été dit tout à l'heure que moi j'aime bien le phénomène d'osmose, c'est-à-dire ça passe à travers les membranes, et puis finalement j'étais allé rencontrer les architectes à Morlaix. Finalement, eux-mêmes commencent à se dire, c'est vrai que notre métier va évoluer, mais bon, on doit être capable d'imaginer faire autrement. De la même manière, les gens qui travaillent dans le BTP, les gens qui travaillent dans la construction, se disent, tiens, s'il faut imaginer construire autrement, ça peut être intéressant, il y a de nouvelles technologies. Bon, et de la même manière, les élus locaux, vous voyez bien les problèmes que le changement de paradigme pouvait générer, mais c'était que identifier des problèmes. C'est bien, mais ce n'est pas forcément suffisant. L'idée de ce livre blanc, c'est de dire, attendez, si vous identifiez des problèmes, est-ce que telle ou telle solution vous paraîtrait utile et est-ce que vous avez vous-même des solutions auxquelles on ne penserait peut-être pas, dont vous nous feriez part, de façon à ce que l'objectif soit atteint. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, on ne va pas faire semblant de dire, oui, on veut le résultat, mais on ne veut pas les entraînements, on ne veut pas étalonner nos efforts, on ne veut pas vérifier notre capacité nutritionnelle. Si,
précisément. Et ce livre blanc, avec Yann qui en assurait la continuité et puis le travail, parce que ça a permis à un certain nombre d'acteurs de se retrouver ensemble et puis de se dire tiens, vous allez voir tout à l'heure comment ça a été construit autour de trois idées clés qui sont intégrés dans la réflexion, donc ils doivent trouver leur place. Alors, suivant la sensibilité de chacun, suivant sa localisation, suivant sa spécificité, il y a sans doute des idées qui apparaissent prioritaires, mais l'idée c'était, allez, on va prendre une image de la pêche, hop, on met un grand filet et puis on va regarder à l'intérieur tout ce qu'on a de bon dans ce que l'on a attrapé, quoi. Yann Godet, bonjour. Je vous propose de nous présenter votre rôle dans toute cette histoire et de nous parler du livre blanc, des travaux qui sont en cours, vos prochaines échéances. Je vous laisse la parole. Alors tout d'abord, c'est peut-être de redire qu'effectivement, lors de l'installation de cette CRG bretonne, donc ça remonte au 21 février 2024, il a été très rapidement souhaité, en tout cas, engager différents groupes de travail, dont un a eu pour mission et pour ambition de travailler sur les modalités de mise en œuvre des objectifs de ce zéro artificialisation nette, et non pas dans la perspective finalement de recevoir des modalités qui nous viendraient peut-être d'en haut, de manière relativement descendante, avec le risque peut-être d'avoir des dispositions à appliquer qui ne revêtent pas en tout cas ou ne prennent pas en compte les spécificités de nos territoires bretons. Et donc, il a été à cette époque décidé de se saisir de ce sujet et de pouvoir en tout cas aborder à la fois les enjeux pour que en tout cas se saisir de la complexité du sujet, mais plus encore de pouvoir énumérer les différents enjeux qui nous permettraient ensuite d'avoir cette force de proposition et, si possible, de s'inscrire dans une démarche plus ascendante, en tout cas, que celle qui était à l'œuvre jusqu'alors. Alors, le fait que, malheureusement, on peut regretter que, malgré les nombreux enjeux de la loi climat et résilience, avec ce qui a été évoqué, le fait qu'aujourd'hui, le ZAN, peu de gens, disons, le remettent en cause. Le constat quand même, c'est que cette loi climat et résilience, elle a été relativement peu accompagnée par un cadre, et je reviens sur cette notion de boîte à outils, où on a quand même un certain nombre de cases manquantes et en tout cas de capacité à transcrire dans les faits des objectifs qui sont à la fois nombreux et particulièrement ambitieux. Donc, dans l'absence de ce cadre-là, finalement, la CRG s'est un peu saisie de cette opportunité en se disant, eh bien, à défaut d'avoir ce cadre réglementaire et financier à la hauteur des intentions qui sont mises sur la table, eh bien, construisons, travaillons cette notion de livre blanc du ZAN à la sauce bretonne et de pouvoir, si possible, faire émerger un modèle breton de l'application de ce zéro artificialisation nette. Et c'est d'autant plus déterminant, à mon sens, et ça rejoint ce que Laurence a pu évoquer précédemment, c'est aussi la diversité des territoires. Et donc, les leviers d'action ne sont pas nécessairement les mêmes que l'on se situe sur la pointe finistérienne ou aux abords de la métropole rennaise. Et donc, voilà, c'était aussi de s'octroyer la capacité aussi d'énumérer les leviers d'action qui seraient opportuns au regard du territoire tel que nos SCOT les vivent. Et puis en septembre 2024, au-delà de cette intention, a émergé le fait d'engager un processus vraiment de construction. Par quel bout prendre finalement ce sujet-là, comment faire émerger ces propositions-là, et avec cette intention qui a été assez tôt mis sur la table, le fait de ne pas tomber dans un document qui deviendrait pléthorique et donc peu appropriable, mais d'essayer de faire émerger une dizaine de mesures qui nous apparaissaient les plus opportunes. Alors, pour l'élaborer, ce document, il a fallu positionner aussi un certain nombre de choix, et notamment
cette appropriation des acteurs au sens large du terme. Un travail qui n'aurait été que celui de la CRG, entité relativement peu connue et peu identifiée par les acteurs eux-mêmes, probablement que ça aurait abouti à l'échec de la démarche. Et donc, c'est à la fois un processus qui vise à légitimer, à faire entendre et comprendre quel peut être le rôle joué par cette CRG, mais c'est aussi une manière de permettre l'appropriation plus grande et plus vaste des acteurs eux-mêmes, qu'ils soient notaires, aménageurs, géomètres et encore tout autre acteur qui intervient dans un processus d'aménagement. Alors, on a travaillé à engager donc cette consultation large et très tôt aussi a émergé le fait que pour pouvoir structurer un petit peu cette intention, on a souhaité pouvoir poser sur la table les 3 piliers du développement durable comme étant un peu le squelette de cette consultation, donc à savoir un pilier environnemental qui va s'attacher autant à questionner ou en tout cas à faire émerger des propositions qui vont dans le sens de positionner la qualité des sols, par exemple, comme un postulat important. Et c'était d'ailleurs des éléments qui ressortaient de la Convention citoyenne qui avait travaillé à cette loi climat et résilience. Mais c'est aussi d'interroger la séquence éviter, réduire, compenser, par exemple, ou les processus qui permettent in fine à concrétiser des opérations de renaturation. Un autre pilier plutôt orienté vers le social ou plutôt sur la capacité à faire émerger une acceptabilité des différents acteurs, qu'on soit aménageur ou qu'on soit habitant d'un territoire. Et puis un dernier pilier plutôt tourné vers le volet économique du ZAN. Et là, c'est vraiment comment on le finance, comment on permet au territoire de répondre à ces enjeux sans pour autant de fragiliter les capacités à faire et à investir des collectivités. Donc ça a été un gros travail qui a été engagé, qui a mobilisé à la fois les services de la région Bretagne, mais également l'ingénierie de l'ensemble des SCOT bretons. Et ça, c'est aussi à souligner. C'est vraiment un travail aussi collaboratif qui s'est engagé. Et puis, dire également le poste mutualisé qui a été cofinancé pour permettre aussi à cette conférence régionale de gouvernance d'avoir sa propre ingénierie. Donc, ce poste mutualisé a été aussi contributeur de cette démarche. En parallèle, les services de la région ont, dans une relation aussi de confiance avec la Banque des Territoires, ont fait remonter en tout cas ce besoin d'ingénierie. Et lors de cette sollicitation technique, la Banque des Territoires a tout de suite été réceptive à cette initiative, et ce qui nous a permis de bénéficier aussi du regard et du retour d'expérience de bureaux d'études sur chacun de ces piliers. Et donc, ils nous ont aidés à structurer l'émergence de 68 propositions qui ne sont pas les propositions de la CRG en tant que telle, mais qui sont bien des propositions qui permettent d'élargir un peu le prisme et le champ du possible et d'interroger un certain nombre de leviers potentiels. Certaines peuvent être très faciles à mettre en œuvre, d'autres sont beaucoup plus engageantes et techniquement plus complexes, mais en tout cas, ça nous semblait intéressant de pouvoir en tout cas mettre sur la table ces différents points d'échange et de permettre en tout cas à ce que les acteurs s'expriment librement sur ces 68 propositions. Au-delà de ce contenu, il s'agit aussi par le biais de cette démarche, je dirais aussi de pouvoir donner à voir cette CRG et de l'institutionnaliser, en tout cas de la rendre visible dans le paysage institutionnel breton. Et puis de gagner en légitimité auprès des acteurs, c'est aussi finalement un écho ou en tout cas une résultante aussi de cette démarche-là, en tout cas on l'espère. Et puis donc cette consultation, elle a été engagée le 22 avril et a pris fin le 30 septembre dernier. Donc nous sommes actuellement dans une phase de bilan de cette concertation. Alors je ne sais pas si vous souhaitez que j'évoque éventuellement le volume des réponses et les premiers éléments que l'on peut glaner oui, pour le moment. Oui, en effet. Peut-être les premiers retours.
Alors voilà, on a aujourd'hui dénombré environ 250 participants qui ont donc contribué à cette consultation. Donc 250 participants, ça peut paraître relativement limité. Pour autant, ces 250 participants ont permis quand même l'émergence de 4257 votes sur ces différentes propositions. Donc on voit qu'il y a eu aussi le souhait des répondants de s'inscrire aussi dans cette complexité, d'essayer en tout cas d'apporter le maximum de positionnement vis-à-vis de ces propositions. Et au-delà, on retrouve quand même 1138 contributions et argumentaires qui viennent donner aussi une matière qualitative à cette démarche et qui doit nous permettre aussi peut-être de repositionner le curseur sur certaines propositions, de permettre à certaines propositions peut-être d'être réécrites, compilées pour pouvoir faire émerger des propositions plus structurées et plus intéressantes dans la démarche qu'on a pu engager. Globalement, la consultation a été relativement appréciée, mais voilà, on retrouve quand même quelques biais méthodologiques et peut-être aussi que cette démarche, elle doit nous permettre de tirer des enseignements et de se dire que demain, d'autres sujets pourraient faire l'objet de consultations de cette nature-là, dans l'esprit toujours de faire émerger aussi des consensus territoriaux, là où parfois on a du mal à les faire émerger d'un point de vue national. On doit sans doute être capable de démontrer que localement, on arrive à pouvoir s'entendre et en tout cas à grandir et à s'enrichir aussi des positionnements des autres. Donc voilà, un aspect quantitatif qui reste difficile quand même à appréhender parce que l'outil de consultation et le fait qu'on a tout un volet qualitatif relativement développé rend parfois l'analyse quantitative un peu plus délicate. Pour autant, voilà, il y a, ceci dit, une trentaine de contributions qui vont nous permettre, ou en tout cas une trentaine de propositions qui, suite à ces contributions-là, vont pouvoir nous permettre de rebondir sur un temps fort qui s'annonce prochainement. Très bien, donc justement, le temps fort, donc c'est la suite, je dirais, les prochaines échéances. On s'inscrit dans quelle temporalité ? Alors, le temps qui va nous réunir prochainement, eh bien, c'est celui du 26 novembre prochain, où j'évoquais donc ces trentaines de propositions, disons, émergentes, vont être mises en débat lors d'un temps fort qui se déroulera au Parc Exposition de Saint-Brieuc toute la journée et qui nous permettront à la fois de reprendre, disons, et de redonner à voir la démarche qui a été engagée, de pouvoir l'expliquer aussi au travers des différents enjeux, en tout cas, qu'on a pu donner dans cette démarche, et surtout d'inviter l'ensemble des acteurs, qu'ils aient été contributeurs ou non d'ailleurs, à venir en présentiel, partager, échanger, argumenter. Et donc cette phase 2 finalement de ce processus vise à la fois à tirer les bilans de la concertation, faire intervenir aussi 3 experts qui porteront un regard à la fois sur la manière dont les contributions ont pu être faites lors de cette consultation et établir une forme de rapport d'étonnement pour pouvoir aussi analyser la matière qui aura été glanée lors de cette consultation. Et on aura toute une après-midi dédiée à un travail en atelier où tous les acteurs présents pourront et seront invités en tout cas à travailler sur 3 propositions à minima pour pouvoir les faire émerger. L'idée étant qu'à la fin de la journée, au travers d'une forme de forum, chacun puisse avoir connaissance un peu du travail de chaque atelier et que 10 propositions puissent commencer à affleurer et nous permettre de poursuivre ce travail et cet engagement et in fine, à moyen terme, de pouvoir sans doute publier ce livre blanc et ce modèle breton du zéro artificialisation nette. Merci Yann Godet, donc encore un vaste chantier à mener. Ce qui m'interpelle en fait dans nos échanges depuis 1h30, c'est quand même l'idée que on a souvent, en tout cas
les échanges qu'on peut avoir, on a souvent la perception d'une perte de temps quand au préalable, on essaye de concerter, d'aller chercher l'avis des habitants ou d'aller au-delà des partenariats qui s'imposent d'un point de vue législatif et réglementaire. Et bien souvent, on néglige en fait cet aspect du dialogue qui certes peut donner le sentiment de perdre du temps en amont, mais qui en fait souvent gagner tellement par la suite. Vous en êtes l'exemple. Et je ne sais pas ce que cette remarque peut évoquer en vous, mais ma question, puisqu'on est arrivé quasiment au terme de notre temps d'échange, pour l'instant, je n'ai pas de questions dans le fil de discussion, mais je vais vous laisser réagir justement à vous trois, chacun de vous. Qu'est-ce que tout cela a changé en fait dans les relations que vous pouvez avoir sur le terrain, ou qu'est-ce que vous pressentez qui va devoir changer pour pouvoir mener à bien ce chantier? On est de toute façon au devant de grandes transitions qui nous obligent à travailler dans un système, à décloisonner, à désiloter, à se coordonner, avoir une vision la plus globale possible. Les enjeux sont interdépendants. Vous parliez tout à l'heure, Laurence, de l'eau, qu'on oublie quand on parle de la sobriété foncière, mais qui est quand même un facteur clé aussi. Quand il n'y a plus d'eau, on peut urbaniser ce qu'on veut, mais on ne pourra pas accueillir les populations. Enfin voilà, donc... Qu'est-ce que, sur des propos de conclusion, si je puis dire, qu'est-ce que tout cela va changer? Ce livre blanc, on s'y engage parce que quelque part, à l'échelle de la région, on s'est dit, OK, bingo, on s'inscrit dans la sobriété foncière, on a consommé du foncier, mais on veut bien essayer de changer de logiciel. Maintenant, il faut être accompagné. On aurait pu imaginer que dans le cadre de la loi climat et résilience, les outils d'accompagnement soient aussi identifiés en amont. Nos parlementaires ont parlé quantité, on parlait d'hectares, que d'hectares. Et on pourrait résumer la loi climat et résilience à la réduction de la consommation foncière. La réalité, c'est pas ça, c'est comment on passe du dire au faire. Et le dire au faire, les parlementaires, les sénateurs devaient faire un livre ou devaient faire des propositions sur la mise en œuvre, mais on voit bien que ça ne se fait pas. La réalité, c'est que la compétence est très transversale. Les savoirs sont aussi très diffus de part et d'autre. Et je crois que c'est vraiment en assemblant les compétences qu'on arrive à construire collectivement quelque chose, quand les uns et les autres arrivent à se mettre en situation, dans sa situation, mais à comprendre la situation du voisin. Et on voit bien, enfin moi j'ai participé à des ateliers sur la construction de ce livre blanc. Et on voit bien que les échanges, c'est toujours par rapport à son prisme, et ce qui est normal. Mais c'est bien en travaillant ensemble qu'on arrive à comprendre quels sont les enjeux plus globaux et comment, sur une ligne de crête, on doit être capable d'avancer. Donc c'est vraiment ça qui est recherché. C'est bien sûr capitaliser sur les compétences des uns et des autres, passer du dire au faire, et j'ai envie de dire c'est une manière de travailler avec les territoires, en confiance avec les territoires. Et si j'extrapole un peu, dans la difficulté de notre pays aujourd'hui, je pense qu'on pourrait aller plus loin avec la confiance avec l'ensemble des acteurs des territoires, parce que tout le monde a un bout de compétence et personne ne l'a tout seul. J'en profite pour ajouter une question qui a été posée. Je vous redonnerai peut-être la parole, Laurent, si vous avez des éléments complémentaires. Karine Vermeer qui nous demande quels seraient les 3-4 facteurs essentiels pour reproduire ce modèle breton dans d'autres territoires. Je ne sais pas, enfin, c'est difficile comme question, mais les facteurs clés de succès, on les a évoqués. Le fait d'avoir eu la capacité d'élaborer un langage commun pour bien se comprendre. Le deuxième élément, c'est nourrir la confiance en lien avec la subsidiarité, pour dire le conseil régional, les services de l'État, les SCOT, les élus locaux, ont su travailler ensemble. Et peut-être troisième élément, c'est de ne pas considérer, qu'on se mette d'accord pour condamner le passé, ou pas bien, ou au contraire se dire c'était bien, puis on va le prolonger, mais plutôt de se dire, on va se concentrer sur
comment réussir l'avenir. Et puis j'allais dire, et du coup ça rejoint un peu les trois éléments qu'évoquait Yann Godet, hein, parce qu'il parlait de développement durable, ça donne l'impression que c'est souvent un mot valise, voire un peu usé, hein. Mais en réalité, quand on regarde ces trois éléments, on touche tout le monde. L'environnement, alors le changement climatique, plus personne ne le remet en cause, enfin bref, enfin au moins en France. Mais tout le monde il suffit de se poser la question clairement, c'est pas une question binaire, c'est pas oui ou non, c'est graduel. Donc il faut faire quelque chose. Voilà. Et puis il suffit qu'il y ait un coup de chaud, et puis même si les gens confondent des fois météo et climat, mais on se rend bien compte qu'il y a quand même des choses qui ont changé. Hein. Moi, qui aime les vins de France, les dates de vendange, elles ont quand même sacrément... Enfin bref. Bon, deuxième chose, le social, disait Yann, mais derrière le mot social, moi j'ai envie de mettre l'acception population. Ah oui, on a tous vu les résultats de l'INED en matière démographique, première fois qu'il y a plus de décès que de naissances, le vieillissement il est là. Ah oui, mais derrière, ça veut dire quoi en termes de services à rendre à la population, en termes de mobilité, en termes de taille des logements, voilà. Donc population, c'est de dire on va en parler. Et puis le troisième élément, c'est l'économie. Alors oui, on s'est heurté au problème de la relocalisation. Alors comment imaginer réindustrialiser sans... Bon, mais derrière la notion d'économie, il y a toute la notion d'activité, il y a la question de technologie, il y a la question de la recherche, il y a la question de l'enseignement. Donc il faut dire, l'économie, c'est pas seulement aujourd'hui, mais peut-être qu'on mesure aujourd'hui le manque de choses. Donc faire en sorte que dans un même espace, des esprits effectivement focalisés sur des points de vue peut-être étroits ou tout au moins précis, se mettent à l'écoute de ce que les autres peuvent penser ou qu'eux-mêmes mesurent les conséquences que ça peut avoir sur les autres. Voilà, ça me semble être des éléments que nous avons réussi à construire en Bretagne et qu'il serait sans doute utile de reproduire ailleurs et puis de garder aussi au niveau national. Merci Yann. Alors, ce que j'aurais envie de partager par rapport à l'expérience là qui nous a tous agrégés, je dirais que c'est sans doute de plus forte coopération. Et je pense que ce travail aussi nous amène à voir, c'est bien le fait que bien que chaque territoire peut avoir ses propres intérêts, puisse nourrir ses propres volontés, ses propres visions dans le temps, ça nécessairement fait grandir le fait aussi que nos histoires sont intimement liées et que ce territoire breton, on le partage. Et donc, si les stratégies peuvent ne pas être totalement les mêmes, il est toujours intéressant de considérer aussi que la stratégie du voisin a nécessairement à un moment donné un impact sur les nôtres. Et donc, pouvoir les partager, les discuter en amont, de comprendre aussi pourquoi telle ou telle stratégie voit le jour, ça nous fait, je pense, grandir collectivement. Mon collègue du pays de Saint-Malo, qui est à côté de vous, étant moi sur le territoire de Dinan Agglomération, on est voisins. Et tous ces travaux-là, je pense, in fine, nous amènent à travailler en collaboration de plus en plus sur de plus en plus de sujets également, hein, sur l'eau notamment, mais bien d'autres demain. Et je pense que c'est peut-être ça qui est en train de se jouer, c'est faire territoire, mais faire territoire au pluriel. Nos territoires peuvent aussi n'en former qu'un. Encore faut-il que effectivement on appréhende et on cultive cette culture aussi de la discussion, de l'échange, du partage et de la compréhension. Et peut-être aussi que tout ça doit, in fine, faire la démonstration, peut-être que notre pays peut regarder la décentralisation comme potentiellement aussi un avenir qui n'est pas à écarter tout de suite, hein, et que, en tout cas, c'est le vœu moi que je formule. Je pense sincèrement qu'on a besoin aussi de libérer les capacités de nos territoires au pluriel, parce que la France en regorge et que c'est peut-être parfois un peu dommage de se priver de toutes ces richesses-là. Merci Yann Godet. Je sais pas, vous avez un mot de la fin, Laurence ? Pas si c'est le mot de la fin, mais j'ai envie de dire que l'impression qu'on a essayé d'expliquer, c'est un travail collectif. Ça a bien été dit.
un langage de la preuve, des éléments chiffrés, donnés, un peu cartésiens, des arbitrages réellement votés, partagés, mais votés, et assumés de par les uns et les autres. Et quelque part, c'est un sérieux, c'est un travail très sérieux qui a été, je pense, réalisé. C'est pas un travail de la petite phrase. Hein. Je me souviens avoir réagi fortement sur une presse un matin quand j'ai ouvert mon journal en lisant à cause de la région Bretagne, on ne pourra plus construire en Bretagne demain. Ça, c'est de la petite phrase. La réalité, c'est pas ça. Et c'est tout ce qu'on essaye de démontrer. Et je pense que c'est collectivement, on doit pouvoir avancer dans cette trajectoire, quand bien même on fait confiance au territoire. Et je pense que l'appel à la confiance au territoire est bienvenu. Merci à vous trois, merci aux participants qui ont pu nous suivre, merci pour ces témoignages inspirants. Et on vous donne rendez-vous pour la suite, le 26 novembre, puis au-delà. Et cette séquence a été enregistrée, donc elle sera disponible en replay pour ceux qui souhaitent pouvoir de nouveau la visionner. Merci beaucoup. Merci.